juste une procédure accélérée. Bien des choses ont été dites sur l'exposé des motifs. L'exposé des motifs ne fait pas partie de la loi. On aurait pu venir à l'Assemblée sans exposé des motifs. On dépose juste la loi. L'exposé des motifs n'est pas partie intégrante de la loi. L'exposé des motifs n'a pas de dimension normative. L'exposé des motifs ne compte pas en réalité. C'est le corps du texte, la teneur normative, les articles. C'est ça qui constitue du droit, qui constitue un texte juridique et qui peut faire l'objet de discussion ou de délibération ici à l'Assemblée. L'exposé des motifs, c'est simplement un document de plaidoyer. C'est une sorte d'introduction littéraire du texte législatif et réglementaire. L'amendement, oui, nous l'avons signé parce que nous sommes le commissaire du gouvernement. En droit politique, constitutionnel, parlementaire, tout n'est pas écrit. Il y a des choses qui sont écrites dans la Constitution, d'autres qui sont écrites dans certaines lois, parfois dans le règlement intérieur, mais beaucoup de choses relèvent de l'usage, des coutumes, des pratiques, des us. C'est comme le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Tout n'est pas écrit. Il y a beaucoup de choses qui relèvent des usages parlementaires. Oui, le ministre qui représente le président de la République et le gouvernement peut, au nom du président de la République et au nom du gouvernement et en tant que commissaire du gouvernement, signer les amendements le cas échéant. C'est ce qui a été fait. Je voulais lever un petit malentendu sur le retrait de l'article 87 du projet de révision de la Constitution. Oui, il était prévu dans le projet initial que la disposition qui limite le pouvoir du président de la République de ne pas pouvoir dissoudre dans les 2 premières années de législature soit révisée. Il était question soit de réduire cette période de 2 ans à 1 an, soit simplement de supprimer cette limitation. Mais justement, voilà une révision, et j'y reviendrai tout à l'heure d'ailleurs pour toute la révision, une révision dans laquelle le président de la République n'avait aucun intérêt. Aucun intérêt. Il avait essentiellement 2 préoccupations. La première était une préoccupation objective, rationnelle, intemporelle, qui intéresse le système politique dans son fonctionnement. Le président a l'habitude de dire « j'ai fait 11 ans, j'ai fait 11 élections ». Il nous faut au Sénégal arriver à un système de rationalisation des élections, notamment tenir les législatives immédiatement après la présidentielle et permettre peut-être à mi-mandat l'organisation d'élections locales. Comme ça, au cours de 5 ans, on peut avoir maximum 2 périodes électorales. Rationaliser le calendrier électoral pour que le pays ne soit pas toujours en campagne électorale permanente, pour qu'on ne soit pas toujours préoccupé par des élections. Donc la préoccupation du président, c'était la rationalisation du calendrier électoral. Il faudrait bien qu'on y arrive un jour. Je ne sais pas quand. On avait l'occasion de le faire. On ne l'a pas fait parce que le président a privilégié le consensus. Mais il faudrait qu'on en arrive à un moment de l'histoire du Sénégal où on élit un président de la République et au lendemain de cette élection, quelques semaines, voire quelques mois ou plus tard, qu'on puisse organiser des élections législatives pour qu'il y ait coïncidence, confluence, harmonie entre la majorité présidentielle et la majorité législative. Parce que c'est ça aussi qui fonde la stabilité d'un régime politique. Vous avez vu les Français, ils l'ont réussi maintenant. Ils ont harmonisé les mandats, le président est élu pour un mandat de 5 ans, les députés pour un mandat de 5 ans, nous l'avons fait ici aussi. Maintenant, il reste à avoir un calendrier électoral qui permet de la stabilité. On élit un président et immédiatement après, on l'accompagne par une majorité parlementaire. C'est ça qui est cohérent, c'est ça qui est logique. Le président, personnellement, n'y avait aucun intérêt. Il pensait donc au calendrier électoral, mécanisme de rationalisation de la stabilité politique. Et deuxièmement, il a pensé aussi à son successeur, pas à lui, mais à son successeur, en se disant, j'ai gouverné le Sénégal pendant 12 ans, je sais que pour gouverner à l'aise, pour pouvoir traduire les politiques publiques en loi, travailler sans retard, et aussi redouter que chaque rendez-vous avec l'Assemblée se transforme en pugilat ou en moment de confrontation, il faudrait que le président de la République, pour gouverner à l'aise, dispose d'une majorité parlementaire. Je voudrais faire en sorte que mon successeur, qui qu'il soit, puisse avoir une majorité parlementaire stable pour gouverner. Voilà une réforme sans conflit d'intérêt, sans intérêt personnel. Le président l'avait fait de façon désintéressée. Voilà pourquoi, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il y avait quelques sons de cloche différents, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il y avait quelques incompréhensions au niveau de ce projet de révision, il a dit tout simplement retirer du projet de révision l'article 87 de la Constitution. Et on l'a retiré et aujourd'hui on a gardé le statu quo. Mais je rappelle juste qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, le président de la République peut dissoudre à tout moment l'Assemblée nationale. Attention, j'ai entendu dire, mais si on le fait, le président aura un droit de vie et de mort sur l'Assemblée. Pas du tout.
Si un président de la République dissout une Assemblée nationale, si le peuple ne veut pas changer de majorité, le peuple ne changera pas de majorité. Et si le peuple ne change pas de majorité, c'est le président lui-même qui est désavoué. Il y a un risque pour lui. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'histoire du Sénégal, en 1967, quand on a introduit pour la première fois la dissolution dans nos systèmes constitutionnels, il était prévu que la dissolution ne pouvait intervenir qu'au bout de 3 ans. Mais que lorsque la dissolution intervenait, le président de la République lui-même démissionnait. On organisait simultanément l'élection présidentielle et les élections législatives. Simultanément. Cela n'a jamais été mis en œuvre. C'est plus tard qu'on a mis dans la Constitution que le président peut dissoudre, mais il ne peut dissoudre dans l'année qui suit. On l'avait limité à 1 an. Et plus tard, en 2001, lorsqu'on faisait la nouvelle Constitution, on a limité ce pouvoir de dissolution aux 2 premières années de législature. Donc la dissolution, ce n'est pas pour mettre fin ou pour abréger forcément le mandat de l'Assemblée nationale. Non, c'est lorsqu'il y a des moments de blocage, lorsqu'il y a incompréhension, lorsqu'il y a un certain blocage dans le fonctionnement des institutions, qu'il puisse y avoir un instrument de régulation, notamment la dissolution, en renvoyant la parole au peuple. Parce que vous êtes la représentation du peuple. L'Assemblée nationale est l'instance par excellence de représentation du peuple. Et quand il y a blocage, on doit retourner au peuple. Mais le président n'était pas du tout animé par l'idée d'avoir un droit de vie et de mort sur les députés. Pas du tout. Troisième et avant-dernière considération, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, en écoutant certains députés, parfois j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas bien compris le sujet. Ou alors ils ont volontairement fait l'option de faire hors sujet. Aujourd'hui, de quoi on discute? C'est l'article 29 de la Constitution. L'article 87 ne fait plus partie du champ de la révision. C'est l'article 29 de la Constitution. Et on discute quel aspect de l'article 29 de la Constitution? On discute de l'élargissement du parrainage, de la diversification du parrainage, de l'optionnalisation du parrainage, de la pluralisation du parrainage, de la multiplication des modes de parrainage. Jusque-là, on n'avait qu'un parrainage citoyen. Désormais, on a un parrainage par les députés et s'y ajoute un parrainage par les élus territoriaux. C'est ça le sujet. Et donc, quand j'entends des gens dire que vous voulez bloquer Ousmane Sonko, mais je dis, quel rapport entre Ousmane Sonko et le parrainage? Ou alors, ils n'ont pas compris le sujet. Et il faut comprendre le sujet. Il faut être dans le sujet. Même les élèves, les premières choses qu'on leur apprend, c'est ça. Ne réfléchissez pas hors du sujet. Ne vous exprimez pas hors du sujet. Restez dans le sujet. Maintenant, ceux qui ont parlé des modalités de contrôle du parrainage, ceux qui ont parlé de la réhabilitation, j'ai même vu dans la presse la réhabilitation des 2 cas. Non, désolé, la réhabilitation des 2 cas, ce n'est pas aujourd'hui, c'est dans quelques jours. Parce que la réforme, c'est 2 temps. Le temps constitutionnel et le temps législatif. Aujourd'hui, c'est le temps constitutionnel. Aujourd'hui, on ne parle que de l'article 29. Aujourd'hui, on ne parle que de parrainage. Dans quelques jours, le ministre de l'Intérieur viendra ici. Et c'est là qu'on parlera des conditions de recevabilité des élections. Et c'est là qu'on verra comment maintenant ceux qui ont bénéficié du droit de grâce sont réintégrés dans le système électoral. C'est ça, il ne faut pas se tromper. Donc pour certaines questions, il faut attendre l'arrivée du ministère de l'Intérieur. Dernière considération, Monsieur le Président, c'est sur cette réforme-là. La réforme, comme je l'ai dit, qu'est-ce qu'elle apporte? Le parrainage citoyen existait déjà. On dit souvent depuis 2012, depuis 2018, mais bien avant 2018. En réalité, le système de parrainage citoyen est introduit dans la Constitution au moins depuis 1991. Parce qu'on le sait, les candidatures à l'élection présidentielle dans notre pays sont présentées par un parti politique ou une coalition de partis politiques. Et en 1991, il était prévu que lorsque vous n'êtes pas parrainé ou lorsque la candidature n'est pas portée par un parti politique ou une coalition de partis, à partir de ce moment, les candidatures qu'on appelle indépendantes devaient totaliser 10 000 électeurs, dont 500 dans 6 régions au moins. Ça, c'était pour les candidats indépendants. Et bien, en 2018, on a harmonisé. On a dit qu'il n'y a plus de présentation par les partis politiques. Désormais, toute candidature, pour être recevable, doit être parrainée par 0,8% au moins des électeurs du fichier électoral et 1% au plus. Ça, c'est en 2018. Donc, il y a une sorte de, comment dire, c'est la fin de la discrimination. Parce que pendant longtemps, quand on a été parti politique, même 2 ou 3 personnes, la candidature était libre.
Quand on était indépendant, c'est là qu'on vous exigeait les parrainages. Maintenant, il y a une sorte d'égalisation des candidats. Candidats émanant d'un parti politique ou candidats indépendants, vous êtes obligés d'administrer la preuve d'une représentativité minimale à travers le parrainage. Eh bien, il y a eu des discussions. Le parrainage, et tout à l'heure, l'honorable député Seydou Diouf l'a rappelé, il était président de la commission des lois, par le hasard de l'histoire. Moi aussi, j'étais garde des Sceaux et j'étais venu défendre le parrainage. Que n'a-t-on entendu contre le parrainage? Mais au fond, ça n'avait pas de sens. Si vous êtes dans une démocratie dynamique, pluraliste comme le Sénégal, où vous pouvez avoir des dizaines, voire des centaines de candidatures, mais il faudrait bien qu'il y ait un filtre. Il faudrait bien qu'il y ait un filtre. Certaines démocraties ont fait l'option d'un filtre par les élus. C'est le système en France. On dit qu'il faut avoir la signature de 500 élus, maires, députés, sénateurs, etc. Et pendant longtemps, d'ailleurs, c'était 500 qui parrainaient de façon confidentielle. Aujourd'hui, le parrainage est public. En France, quand vous publiez, on publie, le Conseil constitutionnel, désormais, publie la liste des parrains. Donc, on ne peut pas